oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Et ben c'est l'heure des bilans, vous avez dû voir le bilan de la saison féminine qui est sorti il y a peu et maintenant on va s'intéresser à la saison masculine. Je propose qu'on fasse le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec la recordman des podcasts. Ça va Cassandre, 16 d'affilée, c'est ça ? Là, il va falloir regarder les archives pour savoir si ça a déjà été fait. Ouais. Prochaine stat à trouver. Aurélie est là également, ça va Aurélie ? Salut, oui ça va et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Et Romain est là également, ça va Romain ? Salut Jérémy, salut à tous. Ouais, ça va très bien et bon, je vais bien me préparer la saison prochaine pour essayer de revenir au niveau de Cassandre. C'est un objectif pour la saison prochaine. Ouais, il va falloir bien bosser à l'intersaison. Ouais, c'est clair. Sans plus attendre, c'est parti. Place au bilan homme. Alors, on va s'intéresser à la course au général en donnant les principaux classements des Bleus et des autres, Romain. Ouais, alors le top 3 du général de la Coupe du Monde. Alors je pense que vous le savez déjà, mais Johannes Bö a remporté le général de la Coupe du Monde et largement, avec 1589 points. Il devance de pratiquement 500 points sur la home grid. Son coéquipier et un autre coéquipier à la 3e place, Vetle Jasstad Christensen avec 935 points. Sinon, on retrouve deux Français dans le top 10, Quentin Fillon-Maillet 8e, Fabien Claude 10e. Emilien Jacquelin, qui a mis fin à sa saison prématurément, finit 16e, Antonin Guigona 20e, Eric Perrault 34e, Emilien Claude, qui n'a pas fait tout son hiver en Coupe du Monde 48e, comme aussi Oscar Lombardo 82e. D'accord, merci. Donc, tu l'as dit, Johannes Bö a écrasé le classement général et réalise une saison quasi parfaite. On a un podium donc 100% norvégien, ce qui est inédit dans l'histoire du biathlon pour les Norvégiens. Et il faut remonter aux années 70 pour trouver un triplé allemand, donc ça remonte. On a également 5 Norvégiens dans les 7 premiers du général, ce qui démontre bien cette nette suprématie. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça va être la même chose dans les saisons à venir ? J'espère pas. Ouais. Non, pour le bien du biathlon, non. Après, on n'est pas devin, mais comme tu l'as dit, c'est exceptionnel. Ça n'a jamais été fait, sauf il y a très très longtemps. Donc c'est une chose tellement exceptionnelle que normalement ça doit pas se reproduire toutes les saisons. Mais ils ont évolué aussi à un tel niveau. Ils étaient tellement loin devant les autres, ce qui peut un peu nous faire peur, quoi. Mais c'est aussi aux autres nations, je pense aussi du coup de remonter les bretelles, remonter les manches, se retrousser les manches, pour donc éviter une nouvelle correction de la part des Norvégiens. Mais la saison est tellement incroyable que c'est quand même difficile de faire mieux déjà sur les prochains hivers. On peut s'inquiéter s'ils font mieux, parce que ça suffit, quoi. Mais oui, je pense pas non plus que ça soit possible de continuer à ce niveau-là pour la saison prochaine. Et ils partent aussi avec un handicap, entre guillemets, qu'ils n'avaient pas avant la saison dernière. C'est que là, tout le monde les a en ligne de mire. Pendant tout l'été, tout le monde va s'entraîner avec les Norvégiens en tête pour leur faire la misère à l'été prochain. Et c'est un peu ce que Johannes disait quand il disait que tout l'été, il a eu l'envie de battre Quentin Fillon-Maillet l'année dernière et qu'il a repris l'entraînement le plus vite possible pour pouvoir se donner les moyens de le faire. Et ça va être un petit peu pareil pour
toutes les autres nations qui vont avoir qu'une envie, c'est de les battre, quoi. En plus, ils évoluent à un tel niveau, chacun, même à l'image de Johannes Beu, c'est même, tu vois, même pour eux difficile de faire mieux et même de se trouver des objectifs pendant l'intersaison, de vouloir faire encore mieux. Alors, Puis Johannes Beu, il pression aussi. peut, ouais, mais Johannes Beu, bon, il peut peut-être gagner des points, tu vois, sur le pas de tir, par exemple. Mais sur Ouais, les et skis, enfin, bon, peut-être qu'ils peuvent toujours faire mieux, mais c'est quand même difficile de se dire, je peux aller encore plus vite, tellement la marge est conséquente. Après, je pense que c'est aussi mentalement, c'est peut-être difficile aussi de se remettre dans le bain après une saison si exceptionnelle, pour essayer de faire encore Après, mieux. je pense qu'ils ont des objectifs personnels. Bon, Johannes, je pense que son objectif, sa motivation, ça va être de refaire une aussi belle saison. Enfin, en tout cas, il va se baser là-dessus. Après, pour Sturla, Vettel et compagnie, je pense que eux, leur objectif, c'est de battre Johannes, ce qui doit quand même être une motivation en soi, enfin une motivation personnelle. Après, en termes de nation, je pense que même les Norvégiens, ils n'y croient pas une seconde qu'ils referont une aussi belle saison que cette saison-là. Enfin, d'ailleurs, et même ils l'ont dit qu'elle était exceptionnelle et qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit aussi bien la saison prochaine. Ils vont viser ça, mais je pense qu'ils sont conscients que c'est compliqué, que c'est plusieurs facteurs, enfin, c'est multifactoriel qui fait que cette saison, ça a pu être aussi exceptionnel. Alors, effectivement, ils sont très bons, ils sont très doués, mais il y a eu aussi des athlètes qui n'étaient pas forcément à leur niveau cette saison-là non plus. Et voilà, je pense que heureusement pour le sport, pour le biathlon, malheureusement pour la Norvège, la saison prochaine sera plus diversifiée. J'espère. En tout cas, ils ont plutôt tout à perdre que tout à gagner. Ça. Ouais, je pense qu'ils vont quand même bien gagner. Je dis pas qu'ils seront pas là, mais je pense qu'ils seront présents. Mais oui, c'est sûr. Mais après, je pense qu'ils auront plus de challenge ou peut-être qu'on aura plus de variété aussi sur le podium. Et puis, par contre, qu'on ait encore un Johannes au top, ça, par contre, c'est autre chose. Mais vraiment, dans la densité de l'équipe, je pense que ce sera plus coloré, on va dire. D'ailleurs, Johannes, il a dit qu'il pensait courir, qu'il espérait courir jusqu'aux prochaines Olympiades en Italie en 2026. Donc, ça nous promet encore quand même quelques belles saisons de Johannes et qui est vraiment en avance sur les temps de ski. On l'a répété à tous les podcasts. Est-ce qu'on risque, c'est un peu la question corollaire, mais là vraiment sur Johannes, Romain va nous rappeler les statistiques impressionnantes de Johannes, mais est-ce qu'on risque d'avoir quand même, à l'image de Martin, là, des années où il sera au-dessus du lot? Moi, je pense que autant la Norvège, comme on le disait, a peut-être pas autant dominé, autant Johannes, je le vois bien remporter tous les gros globes jusqu'en 2026. J'ai pas de mal à l'imaginer. Après, c'est pas forcément que avec sa forme à ski, parce que je pense pas qu'il aura autant de marge à ski qu'il l'a eu cette année, ou même Martin n'a quasiment jamais eu autant de marge à ski. Mais il n'y a pas que son ski qui l'a fait gagner, il a beaucoup un très très bon tir aussi, un excellent tir, qui donc me pousse à me dire qu'un mélange des deux fait un parfait biathlète et qu'il va quand même jouer tous les gros globes jusqu'en 2026. Après, il peut laisser échapper des petits globes, il en a laissé échapper cette année, et voilà, des petits globes où il y a beaucoup moins de courses comme en individuel cette saison, où il se loupe sur la première, il fait 12e, mais bon, il se loupe, mais au final, ça permet quand même à d'autres de l'emporter, donc il dominera peut-être pas tous les globes des grands chelems jusqu'en 2026, mais je pense qu'il y a très forte chance qu'il remporte les gros globes jusqu'en 2026. Moi, je suis moins optimiste pour Johannes ou optimiste ou plus, oui, moins optimiste pour Johannes ou plus optimiste pour la France ou les autres nations éventuellement. Moi, je pense que l'année prochaine, oui, c'est possible qu'ils soient encore au top. Après, je pense quand même que la forme va commencer à baisser, qu'il va être challengé un peu plus. Ça fait quand même très très longtemps qu'il est au top, Johannes, même s'il n'a pas eu gagné tous les générales, ça fait son 4e, mais même avant de gagner le général, il était quand même 2e, 3e. Ça fait quand même une décennie que Johannes est dans le top 3 du biathlon. Et je pense que voilà, je pense que il va commencer à aller moins vite. On sait aussi que Johannes, il marche très bien quand tout va bien, mais qu'il est plus fragile, on va dire, au niveau du mental quand ça va moins bien.
Il tient moins la pression que pouvait le tenir un Martin Fourcade, par exemple. Donc, s'il a quelqu'un qui vient le challenger, qui est en confrontation vraiment directe avec lui, qui se retrouve souvent deuxième, troisième, voire quatrième, je ne sais pas si il sera aussi performant qu'il l'est ou qu'il l'a été ces dernières années. La naissance de son deuxième enfant, là, peut avoir aussi des incidences. On sait que pour Gustave, son premier enfant, bon, c'était quand même plutôt bien passé pour lui. Mais après, on sait qu'il est très famille, Johannes. Ça a pu jouer aussi sur les verres olympiques. C'est un peu plus compliqué, mais ouais, moi je suis pas. Oui, forcément, il est le favori pour remporter le gros globe et même ceux les suivants. Mais on sait jamais. Enfin voilà, comme l'a très bien dit aussi Aurélie. Quand tout va bien pour lui, ça roule, mais bon, il peut avoir un petit grain de sable, que ce soit au niveau familial ou autre. Voilà, après, bon, qui aurait pu vous prédire que Johannes gagne le gros globe en 2021 avec quelques points d'avance sur Stolom Reid. On aurait pu penser qu'il le gagne facilement et pourtant, voilà. La confrontation, il marche moins sur l'eau quand même. Il est moins. Même l'an dernier, même si peut-être qu'il a plus joué les Jeux Olympiques, mais bon, il était quand même le grand favori. Faut pas me faire croire qu'il ne jouait pas le gros globe en début de saison. Non, il jouait le gros globe. Il l'avait même annoncé. Il l'avait annoncé. Après, ça s'est mal passé. Peut-être qu'il joue pas. Il le dit pas clairement qu'il joue des records, tout ça, mais ça vient naturellement. Et c'est un compétiteur, donc il va pas laisser son siège de numéro 1 mondial comme ça. Donc voilà, l'an dernier, il y a eu une saison un peu plus compliquée entre guillemets, même s'il a parfaitement réussi sa saison en décrochant quelques titres olympiques. Mais non, oui, c'est le favori, mais bon, qui sait de quoi il fait l'avenir, mon cher Jérémy. Oui, non, mais on joue pas à Madame Soleil, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même, il a posé ce jalon de dire je fais encore ces saisons-là. Il a pas dit je ferai du biathlon jusqu'à 40 ans comme Simon Eder. Donc on sent que là il est parti sur aussi un cycle. Et oui, mais moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il peut y avoir de la rivalité, surtout au sein d'une même équipe. C'est plus dur à gérer, je trouve, qu'avec une autre nation. Ouais. Et donc, on l'a vu, c'était difficile pour lui. Ouais, bah oui, on comprend. Même quand il y avait Emilien et Quentin qui se tiraient la bourre sur des courses, on sent que ça peut être plus compliqué. C'est tendu, ouais, c'est tendu. Mais après, ce tour-là, c'était aussi, il y avait aussi le côté, ce tour-là, il arrivait de nulle part. Enfin, il y avait Johannes, le grand biathlète, le champion, et puis tu avais ce tour-là qui faisait C'était quoi? Il avait fait quelques courses avant Coupe du Monde, il la avait saison débuté d'avant. sur les dernières étapes avant. Ouais, voilà. Et il arrive et d'un seul coup, il rafle. Enfin, pas il rafle, c'était quand même Johannes, mais enfin, il talonnait Johannes quand même. Il le tenait à la culotte et puis et on voyait que ça déstabilisait quand même Johannes d'avoir ce jeune, enfin ce débutant, on va dire, ce débutant en Coupe du Monde qui arrivait et qui le challengeait comme ça. Il était moins serein, beaucoup moins serein, donc à voir. 13 points entre Johannes et ce tour-là en 2021. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, mais c'était chouette. C'était chouette. Moi, j'espère qu'il y aura une saison comme ça l'année prochaine où ça se bat jusqu'à la dernière course, au dernier week-end pour le général, où ça joue jusqu'à la fin. Ah bah c'est ce qu'on aime. Oui. On aime bien quand c'est serré. Et là, Romain, rappelle-nous les stats cette saison, c'était pas serré du tout, par exemple. Vous êtes sûr? Vous voulez que je fasse encore plus mal à la tête Bah vas-y, maintenant qu'on les a. Ouais. La dernière fois d'hiver. Ouais, bon, vous connaissez pour la plupart, mais bon, on va les redire. Donc 19 victoires cette saison, dont 9 victoires consécutives. Donc ce qui est un record pour les deux statistiques. Il a remporté les 8 sprints de la saison. Donc du jamais vu, et il a fait 7 doublés sprint poursuite, un record également. C'est le seul qui n'a pas remporté ce Grand Bornand, en tout cas la poursuite au Grand Bornand. 21 podiums consécutifs, série toujours en cours. Voilà, parce que certes, il a loupé les courses en Ostersund, mais vu qu'il n'a pas pris part, donc ça ne compte pas dans cette série pour Johannes. 7 médailles aux mondiaux sur cette course, première chez les hommes, donc 5 en or. Quand même. Sur la saison, il n'est descendu qu'une seule fois de la boîte du podium, toutes courses confondues, relais et course individuelle. C'était donc la course d'ouverture à Colcharty en terminant 12e, comme l'a dit Cassandre. Et sinon, au tir,
il est à 88%, soit au coucher ou au debout. Donc un tir Ah, régulier. c'est la même stat pour les deux. Ouais. C'est trop tard pour te demander, mais tu sais combien il avait l'année dernière, parce que l'année il avait 84%. Ouais, parce que l'année dernière, il galérait quand même avec son tir couché à trouver une bonne position. Sur les 2 dernières saisons précédentes, il était à 84%, et la saison 2019-2020 où il remporte le général pour 2 ou 3 points face à Martin Fourcade, il est à 89. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois là, 2019-2020, il était à 89%, mais aussi sur le coucher et debout. Donc c'est quelqu'un qui est assez régulier sur les 2 tirs. Ouais, quand il y en a un qui va bien, l'autre va bien, quoi. Ouais, tu vois aussi, il y a l'an dernier, il était à 84, mais 83 sur le coucher, 84 au debout, et en 2020-2021, face à Lagrade, il était à 86 au coucher et 82 au debout. Donc c'est quand même des tirs assez kiff-kiff sur les 2 positions. Il n'a pas de tir, de moins bon tir. Non. Ouais. Non, mais Par là, contre, il s'est amélioré, quoi. Ce qui a quand même beaucoup changé, c'est qu'il y a eu peu de moments où il a été vraiment mis sous pression dans les courses à confrontation. Je me souviens des années où il y avait vraiment des petits loupés, enfin au moins 1 ou 2 balles, mais où c'était l'un tiré en premier. Là, je l'ai très souvent vu sur la poursuite se balader, arriver largement en tête. La différence, la différence, sans doute, c'est qu'il partait avec une quarantaine de secondes d'avance au moins à chaque fois. Ouais. Donc c'est ça aussi qui rentre en compte, et surtout 40 secondes plus si tu rajoutes le 15-20 secondes du premier tour. Il avait sa minute. Il avait toujours sa petite minute dans la besace. C'est ça, exactement. Sa petite minute qui lui donne 4 balles d'avance en fait, mais c'est sûr qu'en termes de confiance, ça doit aider. Ça, en confiance, et ça te libère aussi quelque part, parce que tu sais que oui, forcément. Donc, forcément. Tu sais que si t'en rates une, même 2, même 3, voire 4, t'as une chance de repartir devant ou de rattraper ton retard sur la piste. Voilà, c'est certain que c'est pas la même que pour ses concurrents, quoi. Mais bon, tu peux te permettre de faire une pause dans ton tir. Il pourrait prendre un petit café, il pourrait... Oui. Mais en temps de tir, il a vachement progressé aussi, hein. Ouais, il fait toujours sa belle grimace au coucher, mais pour s'installer derrière son œilleton. Mais il a mal, hein. Je pense vraiment qu'il a mal, hein. Mais il a mal à la clavicule, hein. C'est quand on le voit quand en position couchée, avec son œil, quand il ferme son œil, on voit qu'il fait une petite grimace. Je pense que c'est une article. Ouais. C'est par rapport à son épaule, mais non, mais c'est clair, on voit où il est complètement relâché sur ses tirs, notamment le debout, c'est hyper fluide. Par contre, il a toujours eu ce côté un peu à la Emilien, un petit peu chien fou quand il tire, qui avait été un peu canalisé par Siegfried Mazet du coup. Et peut-être il fallait peut-être en passer par là pour des saisons peut-être plus compliquées au tir pour mieux revenir et retrouver plus de naturel, je sais pas. Bon, assez parlé des Norvégiens, on va parler de Samuelsson, qu'on avait quand même beaucoup vu très haut cette saison et qui a été en dessous de nos folles espérances. Et les Allemands qui ont raté quand même bien leur mondiaux à domicile, vraiment au niveau de l'équipe masculine. Qui vous a particulièrement déçu entre Allemands ou Samuelsson? Moi, c'est CB, enfin Samuelsson, parce que ça fait plusieurs saisons que déjà que je le pronostique sur le top 3 du général, et puis que lui-même ce pronostic joué pour le gros globe, et puis qu'en fait ça fait pataplouf derrière. Donc je pense que Samuelsson aurait peut-être à gagner, à peut-être se voir un petit peu. Après, je comprends un compétiteur, il joue pour la gagne, mais je sais pas, voilà. Bref, je sais plus quoi en dire, mais je pense que c'est le premier déçu lui-même. Je pense qu'il aurait il avait espéré une bien meilleure saison, mais c'est vrai que cette saison-là est particulièrement dégueulasse vu son niveau. Voilà. Les mots. Elle a posé les termes. Non, mais bon, après il y a quand même les mondiaux, faut le dire. Oui. Hein, il fait très beaux mondiaux, qui pour moi sauf quand même en partie sa saison. Hein. Il fait médaille d'or sur la Mastart, médaillé de bronze sur l'individuel et la poursuite. Quand on voit le niveau de la saison, la saison des Norvégiens, fallait s'inviter sur le podium, mais c'était pas fallait le prédire, hein, parce que vu ce qu'avait fait Samuelsson sur le mois de janvier et même depuis le Grand Bornand,
C'est Et puis du coup, il fallait non. aussi qu'il l'ouvre là et qu'il dise qu'à lui tout seul, il avait fait une meilleure saison que la France comme nation. Mais Il a bon, dit à un ça? moment, CB, oui, c'est bien lui qui a dit ça. Oui, si, il me Ah, semble. je sais pas, j'ai pas vu ça, Si, moi. si, il a dit, moi, à moi tout seul, j'ai fait une meilleure saison que la France comme nation. Je dis, bon, CB, attends, doucement, quoi, mollo. Mais D'accord. bon, Et bref, Ah champion oui, du monde de relais? Non. ouais. voilà, Ouais. Ok, bon, exactement. je redire ce que j'ai dit sur Samuelsson, il a fait une saison pourrie. Non, mais après, moi, j'attendais rien de toute façon des Allemands. Donc, bon, bah, voilà. Après, moi, j'attendais quand même plus d'un Samuelsson, hein, qui est leader. Et bon, tu l'as Ouais, dit, hein, pareil. Aurélie, hein. Et bon, ça fait quand même une sacrée chute au général, hein. 3e l'an dernier, 14e cet hiver. Ouais. Bon, il y a quand même les mondiaux qui sont là. Mais bon, c'est quand même assez décevant de ce côté-là. Ouais, bah, j'avais le même argument par rapport pour choisir entre Allemands, les Allemands et Samuelsson. Les Allemands, déjà au début de la saison, on en attendait pas grand-chose. Donc forcément, on est plus déçus de Samuelsson, quoi. Mais je suis d'accord avec vous. Mmh. Et d'ailleurs, Romain, dans la bataille entre Allemands et Suédois, qui s'en est le mieux sorti du coup? Sur les courses individuelles, ce sont les Suédois, avec Ouais. 9 podiums, 6 pour Ponsiluoma et 3 pour Samuelsson. Ils ont gagné une fois chacun. Donc, bon, bah, Samuelsson, hein, sur la Master des mondiaux, je vous l'ai dit. Et Ponsiluoma sur la première course d'ouverture Ah oui. à Kontiolahti. Et par contre, les Allemands, 7 podiums individuels avec 3 podiums pour Doll, dont un succès à Östersund. Donc, bon, l'individuel, hein, vous vous rappelez, je me doute, il n'y avait pas Johannes Beu, donc Eikdal en avait parfaitement profité en faisant un 20 sur 20, son premier 20 sur 20 d'ailleurs de sa carrière, et pour remporter cette course. Bon timing. C'était le bon Ouais. moment. Et ouais, je regardais les autres Allemands, ouais, David Zobel, Roman Ries, Ah, c'est 5 podiums, pardon, je me suis trompé, 5 podiums pour les Allemands. et en relais, les Allemands étaient un peu plus réguliers que les Suédois, mais c'est vrai que c'est 2 nations qui se tiennent et qui sont quand même derrière nous, sur le classement des nations, hein, il faut le dire. Ouais, Heu, mais bon, après, bon, ouais, on n'a pas non plus de quoi dire là, comme on va en Samuelsson, qu'on a fait parler. une meilleure saison que les Allemands ou les Suédois. Non, mais bon, classement Ouais. nations, si ce classement a du sens, on est quand même devant ces 2 nations. Donc Samuelsson, on t'attend au Grand Bornand en Oula. 2025. Ne le huez pas quand même, hein, voilà, restez Non, Non, mais compréhensif. il est non, mais sympa en bon. plus, il est sympa. Moi, je l'aime bien et comme personne, il est sympa. Mais bon, voilà. Mmh. Alors quels sont vos tops, vos flops et vos waouh surprises de la saison? Mon top, alors je vais dire que c'est un peu contradictoire, oui et non, mais parce que je vais aller du côté de l'Allemagne et Bénédicte Doll, 4e de la coupe du monde. Alors franchement, j'aurais pas misé une pièce sur ça. Alors certes, c'est très loin de la première place et c'est quand même loin aussi de Sturm Grid, 2e, mais franchement, pour quelqu'un qui était pas certain de continuer sa carrière, C'est vrai. quelqu'un qu'on on a longtemps cru potentiel vainqueur du général à un moment donné, qui est assez régulier, et finalement quand même 4e, je trouve que c'est quand même à noter, et qui a remporté sa course. Voilà, il a souvent sa grosse perf de la saison à chaque fois. Bénédicte Doll, il a remporté sa course, et même il a très bien fini son hiver, je trouve. Et non, je vais mettre Bénédicte Doll en top, qui donc continue une saison de plus d'ailleurs, qui sera là l'année prochaine, et normalement c'est sa dernière saison. Ah! Bon, on va profiter de lui. Moi, j'ai mis Niklas Hartweg pour Ah sa oui. belle saison, en fait, qui a fait de belles performances toute la saison, qui a bien fini aussi, et puis que je voyais pas. Enfin, vous m'aviez prévenu, je me rappelle en preview, enfin, vous aviez prévenu en preview qu'il fallait le suivre, mais je trouve qu'il a non seulement assumé la réputation que vous lui aviez donnée avant, et puis non, il a fait quand même une superbe première vraie saison. Voilà. Ouais, tout à fait. Et bah, moi, mon top pour être très original, j'ai dit les Norvégiens. Ah Je oui. pense Ouais. qu'on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. Et alors les flops? Qui a floppé?
Moi, en effet miroir du top de Cassandre, mon flop, ce sera donc toutes les nations autres que la Norvège, qui n'ont pas réussi à venir challenger correctement, éventuellement la Suède avec Ponzi. Mais à part Ponzi, je trouve que les nations ont failli à venir challenger la Norvège cette saison. Donc la saison tout entière est un flop. Sauf pour la Norvège. Voilà. Non, mais le côté, ils ont, voilà. Bref, je me suis expliquée. Ouais, pour les flops, moi j'ai pris Strolia parce que je trouve qu'on commençait un petit peu à le voir la saison dernière et au final il a reculé en classement général, il était 25e la saison dernière, là il a fait 27e et il fait seulement 4 top 15 et 3 de ces top 15 c'est sur les 2 premières étapes de la saison. Donc ça veut dire que à partir du Grand Bornand, il a fait un top 15 et j'en entendais plus quand même de lui, sachant que par exemple l'année dernière, il fait 6 top 15 notamment. Ah, c'est vrai, d'ailleurs, on le voyait tout le temps. Au début de la saison, il le montrait beaucoup à la télé. Et au fur et à mesure de la saison, on l'a de moins en moins vu. Et on sentait que voilà, il était vraiment plus dans la course, quoi. Ouais, puis à ski, c'était pas ça non plus. Moi, pour rester un peu dans le même thème que Cassandre, finalement, j'ai choisi Tero Sepala. Tero Sepala, qu'on a finalement un peu comme Vitus Astrolia, hein, je trouve. On est pas mal, qu'on a bien vu l'an dernier. Il avait terminé 12e du général et cette année, il finit 29e. Alors, il a eu une période où il était malade, donc il n'a pas participé à pas mal de courses sur début 2023, il me semble. Il n'était pas là sur les 2 premières étapes. Ouais, c'est ça. Donc, et même, je trouve que bon, c'est quand même une déception quand même générale. Son meilleur classement cette année, c'est une 8e place sur la dernière course de la saison. Sinon, c'est au 10e, 15e environ. Et on l'a pas beaucoup vu cet hiver. J'attendais un peu plus de lui. Et bon, on sait que chez les féminines en Finlande, il y a eu du départ. Donc, clairement, il va falloir un très bon Tero. C'est pas là, même s'il n'est pas seul dans l'équipe finlandaise, il y a quand même une belle petite équipe qu'on voit quand même de plus en plus, je trouve, et même sur les relais. Hein. Je crois que c'est à Ruhpolding, il me semble, qu'on les avait vus à un bon moment, d'ailleurs au niveau de la France. Donc voilà, mais ouais, déception de ce côté-là pour Tero, c'est pas là. Et alors, vos surprises? En surprise, moi j'ai. Alors, c'est le podium de Jakov Fak. Jakov Fak qui avait fait le 3e de l'individuel de Ruhpolding. Je trouve que Jakov Fak, bon, faut le dire, hein, c'était un très très grand athlète, hein, un grand biathlète. On l'a vu, on se rappelle dans des sons face à Martin Fourcade notamment. Mais bon, depuis quelques hivers, c'est quand même très très compliqué pour lui. Mais il est quand même toujours là. On le voit souvent des fois avec un super tir. Hein, franchement, au niveau du tir, il est toujours impeccable. Hein, 89% cet hiver. Et notamment, c'est grâce à son tir qu'il a décroché son seul podium de la saison sur l'individuel donc de Ruhpolding où il termine 3e de cette course. Donc voilà pour mon top. Je voulais mettre en avant Jakov Fak parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, et oui, mais d'ailleurs, dans les petites surprise nations, top. Voilà. Ouais. Dans les petites nations, avec la Suisse, c'est le seul qui a un peu surnagé, quoi. Sinon, tu vois que les mêmes nations. C'est souvent ça le biathlon. Hein. Finalement, hein, la Norvège, surtout chez les garçons, hein. Ça se résume souvent à la Norvège, la France, la Suède, l'Allemagne. La Russie, quand ils sont la là. Russie n'est pas là, ouais, voilà. Sinon, après, des fois, il y a un peu la République tchèque. C'est pas très varié, c'est sûr. C'est moins varié que chez les filles. Mais c'est moins varié, mais tu as quand même des saisons où je me souviens qu'il y avait un peu plus de vainqueurs. Il y avait les Biélorusses et les Russes, ouais, vous allez me dire, c'est surtout ça. Après, bon, Biélorusse, peut-être pas forcément chez les garçons, mais oui, il y a les Russes. T'avais Smolski quand même qui tapait des podiums. Hein. Oui, bon, après, il n'en a pas fait non plus 50. C'était surtout sur une petite saison. Ouais, il a fait la saison dernière en fait. Ouais, non, mais c'est pour dire que je rejoignais ton propos sur le fait que c'est bien d'avoir de la diversité dans les podiums avec d'autres surtout cette saison. C'était voir un drapeau slovène sur une saison dominée par les Norvégiens. Fallait le parier, quoi. Même si Jakov Fak, il a rien à prouver. Mais bon, c'est quand même plus difficile ces années d'hiver pour lui au niveau du ski. Donc, c'est d'autant plus impressionnant et surprenant de sa part. Et non, c'est top de ce côté-là.
Alors moi, ma surprise, qui visiblement n'est une pour personne, c'est Tarier-Beu parce que je trouve que quand même ça fait très longtemps qu'il est là, Tarier aussi, un peu à la fac. Il a gagné le globe de cristal, le gros globe en 2010-2011, la saison 2010, ça fait longtemps. C'est vrai. Il a eu des saisons vraiment dans le creux où il a été malade, il a quasiment pas couru ou très très mal. Mais il est encore là, je sais pas, il a 34, 35 ans. Et puis il est là, puis il n'est pas là pour faire de la figuration non plus. Il fait 6e du général. Donc, moi, ça me surprend quand même qu'ils soient encore à ce niveau-là, dans une équipe quand même qui est très dense et très compétitive. Donc, Tarier, c'est bon. Voilà, bravo. Et bah pour revenir en petite anecdote sur Tarier-Beu, si vous allez voir le site des Jeux Olympiques et que vous tapez Tarier-Beu, vous tombez sur une photo de Johannes. Voilà. Ça serait peut-être sympa de changer. Je vais envoyer une réclamation. Il a trouvé la fontaine de Jouvence. C'est ça. Et puis sinon, plus sérieusement, pour ma surprise, c'est je vais prendre la Mastart d'Oberhof parce que on attendait Johannes Beu. Sinon, allez, on attendait Sturla. Allez, on attendait Vetle Christiansen. Bon, allez, pourquoi pas Tarier, mais finalement, doublé suédois. Et je m'y attendais pas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah merci pour vos surprises. On va passer aux lauréats des globes. Donc, je vais aller assez vite, hein. Johannes a remporté le général, le petit globe du sprint et de la poursuite. Et Vetle Christiansen a remporté l'individuel, le petit globe de la Mastart. Et sur les relais, le relais homme, c'est la Norvège. Et le classement nation, c'est la Norvège. Donc, la Norvège a tout gagné. C'est varié, hein. Ouais, c'est pas le relais mixte, hein, rappelons-le, c'est la France. Quel globe vous a le plus marqué? Moi, le globe remporté par la Norvège. Non, oui, ça en fait beaucoup du coup. Non, pour moi, ce qui m'a le plus marqué finalement, c'est le globe du sprint. Remporter tous les sprints sur une saison. Enfin, là, il peut des fois y avoir débat. Là, il y a vraiment pas débat pour ce globe. Et enfin, même, c'est un exploit incroyable quand même de remporter tous les sprints. On sait que même avant cette saison, Johannes Beu, c'était l'homme des sprints, hein, c'est son format fétiche. Mais de remporter tous les sprints sur un hiver, c'est très très fort. Donc pour moi, voilà, je voulais mettre en avant ce sprint qui est finalement ce globe du sprint qui est à l'image finalement de la saison de Johannes. Moi, j'ai pris le globe des nations. Alors, non pas que ce soit une surprise ou inattendue ou même inhabituelle que la Norvège gagne le globe des nations, mais c'était parce que voilà, c'était on vient d'en parler, c'est une saison exceptionnelle de la Norvège. C'était pour mettre ça en avant, quoi. C'était une saison incroyable de toute une nation que la Norvège a largement méritée. Ouais, un peu dans l'esprit collectif aussi, moi j'ai pris le relais parce que ils ont tout gagné, bon sauf Oberhof, bien sûr, mais ils ont quand même tout gagné et avec en général de la marge et même des fois ils essayaient de nous laisser un petit peu d'espoir ou il y en a qui faisaient des petites pioches et tout, mais non, ça revenait tout le temps, à part à Oberhof. Mais j'ai trouvé ça impressionnant de toujours réussir à gagner tous les relais de la saison avec une telle avance, une telle facilité. Enfin, on avait l'impression, franchement, par exemple, au preview des championnats du monde, on avait déjà inscrit la Norvège en haut du podium. Hein. C'était acté, quoi. Donc, ça souligne encore plus la performance des Français à ce niveau-là, mais c'est impressionnant. Tout à fait. Impressionnante aussi la lutte pour le dossard bleu, qui a été serrée jusqu'au bout. Et c'est le Suisse Niklas Hartweg qui l'a décroché. Donc il a obtenu 608 points devant Giacomel, l'Italien, 592, et un autre Suisse, Stalder, 426 points. Est-ce que c'est une surprise pour vous de voir le Suisse décrocher ce dossard bleu? Et est-ce que pour vous, les Suisses vont devenir une nation un peu plus régulière au plus haut niveau? Alors, le dossard bleu, non, pas une surprise vers la fin de saison. C'est vrai que c'était un
c'était un peu chaud avec Giacomel quand même, mais il a quand même fait une très belle saison, donc il mérite son dossard bleu. Après, que la Suisse va devenir une nation plus régulière au plus niveau, je ne pense pas. Enfin, pas que ça devienne une grande nation comme peut l'être la France ou l'Allemagne ou sans même parler de la Norvège, mais je pense pas, mais qu'ils aient de très très bons biathlètes isolés, ça oui, effectivement. Ouais, pareil pour Kureli. Après, que Niklas Sadeveg remporte le dossard bleu, un peu une surprise quand même. Bon, moi, je voyais plus, j'avoue, Philippe Andersen le remporter. J'avais plus misé sur lui. Donc, bon, après, Andersen a une fin de saison un peu compliquée. Il a eu le Covid et il n'a pas pu finalement finir sa saison. Mais difficile quand même de se dire que peut-être que la Suisse peut devenir une nation forte. Ouais, peut-être un ou deux cas isolés pour nos amis helvètes, mais c'est clair que dans cette évolution-là, avec déjà un tir très très solide de Niklas Hardek, s'il arrive à progresser physiquement, ça peut devenir dans quelques années un prétendant, hein, clairement, pour viser encore bien plus haut que ça. Donc, clairement. Et Sébastien Stalder, quand même, qui est aussi une très belle surprise, qui a 24 ans, non, 25 ans, pardon. Donc, bon, il était vraiment sa dernière année de U25. Donc, il n'est pas non plus tout jeune, mais c'est aussi une nette progression pour lui. Pas à titre de. Par exemple, l'an dernier, il a fini 40e mondial, la 17e. Donc, finalement, il y a une belle marge dans le groupe suisse. Certes, c'est pas un groupe aussi grand que celui-là, la Norvège. Et encore, Jérémy Finello aussi, on l'a un peu vu, on l'a pas mal vu aussi certaines fois. Il n'était pas aussi impressionnant. C'est aussi impressionnant que Sébastien Stalder ou Niklas Hardeg, mais aussi on l'a pas mal vu aussi, notamment sur les temps de ski. Donc, il y a une belle petite équipe qui se met en place. Après, au-delà d'avenir au niveau titiller des grosses nations, peut-être pas quand même. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment encourageant que Hardweg fasse quand même 2 podiums individuels. Fallait aller les chercher, les podiums individuels cette saison, donc c'est encourageant à titre personnel. Mais après, pour toute l'équipe, ça restera limité. Mais ils pourront avoir des athlètes suisses quand même plutôt régulièrement bien placés pour les années à venir. Ouais, puis moi j'avais entendu quand même qu'ils voulaient investir plus dans le biathlon. On sait qu'ils investissent beaucoup dans l'alpin, mais qu'ils voulaient investir plus dans le biathlon pour justement avoir des jeunes et des équipes fortes. Ouais. Déjà pour les championnats du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un effet aussi. Il y a un effet championnat du monde, une génération Lenzerheide aussi. Aussi chez les filles avec Amy Bersaga qui progresse aussi. Les mondiaux, c'est dans 1 an et demi. À Lenzerheide, il y aura l'étape pré-mondiale en décembre. Donc c'est un rendez-vous coché par la fédération suisse depuis de nombreuses années. Donc forcément, oui, ces mondiaux aussi, ça peut lancer aussi, donner une dynamique à la Suisse pour les années futures. On voit souvent ça pour des fois des pays qui organisent des jeux, par exemple. Par exemple, la Chine. La Chine au biathlon, la Chine la Chine qui avait engagé Björn Dahlén, enfin qui avait quand même misé sur le biathlon, ça n'a pas donné grand chose, mais l'intention était là quand même. Voilà, donc des grands événements peuvent aussi lancer une dynamique très positive pour le sport dans le pays, mais donc le biathlon là pour les Suisses. On retient quand même les Suisses à suivre. Et si on passait à l'équipe de France maintenant? Oh non. Eh ben allons-y, c'est douloureux à dire, mais il n'y a pas eu de victoire en individuel cette saison. Ce qui n'était T'es sûr, hein, t'as bien compté, hein, t'as bien vérifié. Alors, vraiment 10 fois. Et alors, Cassandre a dit qu'on pouvait compter la deuxième place de Quentin comme une victoire. Comme une victoire. Donc, ça dépend quel classement on prend. On devrait le soumettre à l'IBU. Je suis sûre il serait clément. Oui. Et donc, c'est une terrible première depuis la saison 96-97. Donc, ça remonte quand même assez loin.
Eh ben, moi, j'ai pas compris. Il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut changer? Et est-ce qu'aussi on attend trop de cette équipe et ils ont le droit de foirer une saison et que ça remet pas en cause du tout la dynamique de l'équipe? Déjà, est-ce qu'on a été trop exigeant? Je pense pas. Quand on sort d'une saison avec un Quentin qui gagne plein de médailles olympiques, qui gagne le général, Mien Jacquelin qui est 5e. Bon, Simon Détieux est parti à la retraite, il était 7e mondial, mais voilà, il y avait quand même de quoi avoir des espérances et limite plus de quoi avoir des espérances chez les garçons que chez les filles en début de saison pour avoir des espoirs de podium, de victoire. Après, qu'est-ce que c'est l'analyse entre guillemets? Bah déjà, il y a quand même Quentin Fillon-Maillet qui a pu être atteint par une saison post-olympique. Il joue, enfin, les médias, ça joue forcément, les tournées médiatiques, la forme, etc. C'est forcément plus compliqué en année post-olympique. Émilien Jacquelin, c'est sa santé mentale qui a failli. Donc déjà, il y a les deux leaders de l'équipe qui sont en deçà. Donc forcément, ça permet pas d'avoir des résultats comme avant. Et en plus, on a des Norvégiens qui sont imbattables. Ça crée un petit cocktail explosif et qui a fait exploser l'équipe de France cette année. Romain, on a quand même fait des podiums, rassure-moi, cette saison. Oui, on a quand même fait des podiums. Bon, après, est-ce que c'est suffisant, satisfaisant? Je ne pense pas pour les Bleus. Mais oui, 3 deuxième place, 3 troisième place. Donc 3 podiums pour Émilien Jacquelin, 2 pour Quentin Fillon-Maillet et 1 pour Éric Perrault. Et sinon, 5 podiums en relais, dont une victoire lors des mondiaux. Et par contre, une autre stat, pas de Français sur le podium du général de la Coupe du Monde. C'était plus arrivé depuis la saison 2009-2010. Ça Quand même. Donc ça, dans l'époque du biathlon, c'est quand même une sacrée période, quoi. Ouais. Mais est-ce que pour vous, ma question c'était, est-ce que pour vous c'est une parenthèse, une mauvaise saison ou ça peut faire craindre, il a une dynamique et des saisons beaucoup plus compliquées? Honnêtement, c'est peut-être difficile de faire moins bien que cette année, surtout on voit aussi. que C'est toujours possible, mais enfin oui. Oui, mais bon, enfin après on voit que les gars là sont arrivés au pied du mur. Enfin, on sent qu'ils sont arrivés à un stade où bon, c'était la fin de quelque chose et on l'a vu d'ailleurs avec les coachs. Mais on sent que finalement ils sont restés sur la dynamique du dernier hiver où Quentin est resté dans la dynamique de sa période olympique, finalement où il n'a pas voulu s'écouter, finalement pas voulu écouter son corps. Où Émilien a déjà eu des premiers gros signaux l'an dernier. Et alors certes il s'était un peu écouté, mais bon ça n'a pas suffi visiblement. Là, ça y est, ils ont pris conscience. Émilien et Quentin, ça c'est au moins quelque chose de très positif pour eux. Après, je pense pas bon, oui, c'est une saison décevante. Après, bon, ça peut arriver, voilà. Faut se rappeler quand même qu'on a eu les plus belles années du biathlon français ces derniers hivers. Et oui. Faut aussi avoir la mémoire courte, tout ce qu'ils ont fait, même sans Martin Fourcade, parce que bon, je vois beaucoup de dire Martin manque, tout ça. Ils ont bien fait sans Martin ces derniers hivers aussi, même quand Martin était moins bien. L'hiver, ils étaient aussi très très bien là. Surtout quand Martin était moins bien, je trouve que là ils étaient aussi tous performants, où ils ont explosé. Voilà, et après c'est devenu vraiment une équipe. Avant c'était un athlète, mais après c'est devenu une équipe. Là c'est juste là il y a une saison là où tout est allé de travers. Donc voilà, l'explication elle est multiple, je pense, et ce qu'il faut changer, je pense que c'est en cours justement. Mais bon, je ne pense pas qu'on a été trop exigeant avec cette équipe, étant donné que tout ce qu'elle nous avait montré les années passées, on pouvait forcément s'attendre qu'aussi qu'à une belle saison. On l'avait pas vu venir forcément arriver, même s'il y a eu des signaux, comme je l'avais dit. Mais c'était normal d'attendre une belle saison de l'équipe de France, et celle-ci est décevante. Voilà, faut le dire, c'est clair et net. Mais non, après, voilà, les changements vont s'opérer et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Enfin, en tout cas, on va repartir sur un nouveau cycle finalement.
Ça se trouve, ce sera la Norvège l'année prochaine, qu'il n'y aura aucun biathlète sur le Ouais, podium du général. on y croit. On y croit, mais bon. Non, moi, je suis un peu du même avis que vous. Trop exigeant, non, parce que ils ont le potentiel pour faire une meilleure saison que ce qu'ils ont fait. Après, je crois que tu as dit, est-ce qu'on leur pardonne? Bah, évidemment, parce que des mauvaises saisons, je pense que c'est normal dans une vie d'athlète sur la durée. On peut pas être au top tout le temps. Enfin, ou rares sont ceux qui peuvent être au top tout le temps. On a déjà vu que c'était pas le cas de Martin. Ça n'a pas été le cas de Martin. Ça n'a pas été le cas de Johannes. Donc, bon, bah là, il se trouve que c'était un peu tous en même temps, non. Enfin, Emilien et Quentin, oui, en tout cas. Donc, bah, ça arrive. C'est le sport. Voilà. Mmh. Oui, d'ailleurs, si on veut un peu caractériser ce groupe, on peut dire qu'il y a un peu trois binômes qui se dégagent. On a Quentin et Emilien qui étaient les tauliers de l'équipe qui ont clairement pas été à la hauteur des attentes. On a ensuite deux cadres, Fabien, Claude et Antonin Guigona, qui ont été à leur niveau, il me semble, et les jeunes de l'équipe, dont l'un, Eric, a quand même ébloui de son talent toute la caravane du biathlon et de précocité, alors qu'Oscar Lombardo a été plus en retrait. Quel binôme retient votre attention? Moi, j'aurais bien voulu être positif, mais pour moi, malheureusement, c'est le binôme des leaders qui a été défaillant sur la saison. Alors que bon, Quentin a quand même montré de belles choses, a été plutôt régulier, mais pas régulier au niveau où on l'attendait, malheureusement. Et finalement, cette saison, elle se résume quand même pas mal à ce qu'ont fait les leaders à cette saison difficile, que normalement, c'est à eux de porter l'équipe, et ça a été très difficile. Mais Emilien l'a fait sur le début d'hiver, mais bon, ça n'a pas tenu. Et voilà, pour moi, il y a peut-être eu des satisfactions collectives, ou même peut-être plus chez les jeunes, mais voilà, pour moi, je retiens surtout ce binôme qui est finalement à l'image de cette saison difficile des Bleus. Pour moi, c'est la même chose. Pour les mêmes raisons, c'est surtout leur défaillance à eux, enfin défaillance, enfin, oui, enfin voilà, c'est leur absence du podium à eux qu'on a remarqué le plus, alors que le reste de l'équipe, comme tu l'as dit, a plutôt fait le job à leur niveau. Et donc, pour moi, ce qui est le plus visible, le plus flagrant sur cette saison-là, c'est Quentin et Emilien qui n'ont pas été au niveau de leurs propres attentes et de leur propre potentiel. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais du coup, j'ai envie de retenir le plus positif, on va dire. C'est que, bien. c'est que en l'absence justement des deux leaders, voilà, Fabien et Antonin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En tout cas, ils ont tenu leur rang, comme tu l'as dit, Jérémy. C'est pas d'eux que viennent les podiums, mais ils ont quand même été là toute la saison. Antonin toujours motivé, important pour l'ambiance du groupe, je pense aussi. Et puis Fabien qui, moi je le retiens aussi beaucoup sur la semaine du Grand Bornand qui est à la maison. Et franchement, il sauve un petit peu la semaine des Français déjà que c'était pas... voilà, il y avait quand même chez les garçons, il y a 9 places sur le podium, 8 podiums norvégiens, 1 allemand. Bon, voilà. Donc, Fabien qui nous fait 7e, 4e, 4e de cérémonie des fleurs, ça a un petit peu sauvé la semaine à domicile. Puis, il continue de s'améliorer, je trouve, d'année en année. Alors, c'est peut-être pas fulgurant, mais en tout cas, il fait 11 top 10 cette saison. Il en faisait que 7 la saison dernière. Antonin Guigona fait 5 top 10 cette saison. Donc, ouais, ils maintiennent leur rang. Le petit point négatif, entre guillemets, sur Fabien, c'est qu'il a toujours pas refait de podium, du coup, depuis Orschfilzen en 2020. Donc, en tout cas, pour la saison prochaine, j'attendrai sans doute des podiums de Fabien Claude, mais pour cette saison, ils ont quand même réussi à sauver les briques de la maison. La Maison France. En parlant de briques, on a perdu deux. Enfin, on a perdu. On le sait, il y a les deux entraîneurs de l'équipe masculine qui quittent leur poste. À la demande des athlètes, en tout cas fortement poussés, les athlètes n'entendaient plus. Enfin, ça ne marchait plus bien, on va dire.
Est-ce que pour vous, ça risque d'être une entre-saison délicate à gérer avec la reprise des entraînements, ou au contraire, ce nouveau discours que les biathlètes appelés de leur vœu peut-il apporter un second souffle à l'équipe? Ah bah complètement, parce que justement, s'ils avaient gardé les mêmes coachs, l'entre-saison aurait été surtout délicate, je pense, de rester dans cette dynamique-là, parce qu'après, oui, c'est sûr que la manière, on peut y revenir dessus. Je comprends tout à fait la colère, enfin, le fait que Vincent Vitoz et Patrick Fabre étaient assez déçus à Holmenkollen de l'avoir appris comme ça en fin de saison. Voilà, c'est bon, je comprends leur déception. Après, d'un autre côté, c'était un peu dommage aussi le déballement médiatique qu'il y a eu par la suite. Donc, non, pour moi, ça peut être que mieux. Finalement, c'est les athlètes eux-mêmes qui ont demandé du changement. Donc, si ça va pas mieux, moi, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre pour Est-ce qu'on a les des noms Français. d'ailleurs ou pas? Non, Des Pas pistes? encore. non, il y a des rumeurs comme ça, mais il y a vraiment rien de concret finalement. Hein. Après, il y a pas 50 000 entraîneurs pour coacher les Bleus, mais après, apparemment, on y a quand même vers des coachs français, de ce qu'on a compris. Donc voilà, déjà ça réduit la liste. Mais non, on sait pas trop encore, mais c'est sûr que par contre là, ils vont être attendus au tournoi l'année prochaine. Hein. Là, il y aura pas de. Ils pourront plus défausser là-dessus, en tout cas. Mais moi, je pense un peu comme toi. Je pense que ça sera que positif, en tout cas sur le long terme, puisque visiblement ça ne marchait plus. Enfin, la communication passait mal ou ne passait plus, je ne sais pas. Et puis qu'il y avait Il y un a plus de envie de réseau. changement. Voilà, il n'y a plus de réseau. Il y avait un envie de changement, en tout cas du côté des athlètes, voir qu'ils ne se comprenaient plus trop entre athlètes et coach. Mais après, comme tu disais, une entre-saison délicate à gérer, je pense que ça, c'est possible aussi. Je pense aussi que peut-être que l'entre-saison sera compliquée. Je ne sais pas du coup quelle est la communication avec Stéphane Boutiot, qui avait l'air quand même aussi un peu déçu de tout ça, quoi. On peut avoir les deux, quoi. Une entre-saison délicate à gérer, mais un nouveau souffle quand même sur le long terme pour les athlètes. Est-ce qu'on peut réquisitionner Siegfried Mazet? Parce que c'est à la mode. Du Je ne coup, crois pas. Je ne crois mais pas. comme il est français, Je ne peut-être crois qu'on pas. peut le faire revenir de force, je sais pas. Et malheureusement, il est sous contrat jusqu'à la fin du prochain cycle olympique là, donc et de ce qu'il a mis sur Twitter, j'ai pas l'impression qu'il soit pour revenir en équipe de France. Il n'a pas l'air d'avoir envie, non. Bon, une autre piste, en tout cas, on suivra ça sur Biathlon Live, j'imagine, Oui. Romain. Ça Évidemment. intéresse les gens. Évidemment, tout sera sur Biathlon Live en temps voulu. Ouais. Restons sur les Bleus, et dites-moi un peu les tops et les flops. J'ai un peu peur, mais dites-moi. Moi, le top, ce qui sauve la saison totalement des Bleus, qui nous a donné un bon moment, c'est le relais homme aux mondiaux. Ouais, là, je crois que là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Oui, mais c'était le moment de joie pur. Et surtout, de gagner un relais homme aux mondiaux face à la Norvège cette année, ça reste quand même exceptionnel. Et réaliste. Il remporte peut-être la course la plus dure de la saison finalement. Et puis tout le long de la course, on n'y croit pas parce qu'on a tellement eu de faux espoirs sur d'autres relais que moi, je crois que j'attends vraiment le dernier tir de Quentin pour me dire non mais attends, ils l'ont fait. Mais comment ça, ils l'ont fait? C'est pas possible. Le nom de la Norvège était déjà gravé sur les médailles. Il commençait. Mais c'est clair, c'était. Oui, vas-y. Quentin avait une trentaine de secondes d'avance sur Johannes après le dernier tir. On était quand même en train de se dire il va revenir. Non, mais c'est vrai que cette course, elle était actée, quoi. Elle était faite, c'était la course, c'était pour la Norvège, il n'y a même pas de discussion avant, c'était cette course-là, bon voilà, ça c'est bon, on sait, c'est la Norvège qui gagne. Et bien non. Eh ben non. Moi, pour changer, j'ai mis Eric Perrault. Ouais.
Ouais, alors certes, le début de saison a été un peu délicat pour lui, mais il s'est tout de suite ressaisi pour remonter en Coupe du Monde. Et bon, forcément, cette semaine à Östersund, il fait déjà un superbe individuel où il finit 6e, sa première cérémonie des fleurs. Ouais. Il fait ensuite cette mass start, son premier podium en Coupe du Monde. C'était vraiment incroyable, surtout qu'il arrive à suivre les skis de Johannes Dahle à la Anna Heuberg. Voilà, c'était beau. mais non, c'est vraiment chouette. Et même sur l'ensemble de ses relais aussi de la saison, ça c'est vraiment aussi quelque chose de super. On l'a souvent dit avec Lou Jean Monod. Par rapport sur le bilan féminin, là, bilan masculin, on peut dire clairement aussi qu'on a trouvé quand même un bon élément. Certes, il manque peut-être de la caisse encore, mais non, super course, super relais d'Eric sur l'ensemble de la saison. Et c'est l'espoir français, forcément, pour les années à venir, et qui fait du bien aussi quand on se projette avec aussi cette dernière saison qui a été dans l'ensemble délicate. Et des flops alors à nous signaler? Alors moi, c'est un flop, c'est plutôt un flop pour eux. Voilà, c'est pour moi, on en a parlé, la saison d'Emilien qui abandonne en cours de route. Et puis de Quentin, parce que je pense que voilà, ils sont quand même très, très, très déçus. Ouais. Ouais, moi, ça sera la mauvaise communication entre les coachs et les athlètes, mais principalement aussi avec le public, comment c'était annoncé, comment tout le monde faisait ses petites déclats de son côté. Ah, c'est sûr. C'était assez... Enfin, voilà, c'était pas très bien géré. Je me dis qu'ils n'avaient pas vraiment de consignes, en tout cas, ils les respectaient pas, je sais pas. Mais c'était vraiment... je sais pas comment les autres nations l'ont perçu. Je sais pas si... Voilà, mais je pense que j'aurais vu ça sur d'autres nations, ça m'aurait vraiment choqué. Donc, ça fait un petit peu... guéguerre d'enfants, de se rejeter la faute. Enfin, ça vient un peu de partout. C'était... Ouais, compliqué, cette fin de saison. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Ouais. Surtout le timing était mauvais. Ouais. Pareil que Cassandre aussi, moi, c'est la fin de saison, là, à Holmenkollen, je trouve, bon, ça... C'était la cerise sur le gâteau pour cette saison pour l'équipe de France. Donc, une cerise bien pourrie, vous l'aurez compris. Et un gâteau pas très bon. Donc, non, mais voilà. Bon, alors, on quitte les Bleus. Enfin, vous pouvez y revenir, mais quelle est votre course préférée de cette saison? Celle que vous avez envie de vous repasser pendant les mois d'été? Honnêtement, la course sur laquelle je pourrais me repasser cet été, le Roléum. Franchement, s'il y a une course comme ça que je retiens, c'est forcément les masculins. C'est peut-être vraiment la course où j'ai vraiment le plus plus vibré durant cet hiver chez les hommes. Donc voilà, pas de surprise par rapport à ça de mon côté. Pour moi, évidemment, le relais homme aussi, mais pour changer, je vais quand même mettre la poursuite d'Holmenkollen parce qu'on a retrouvé quand même un Quentin souriant, en jambes et qui monte sur le podium. Alors effectivement, c'est une deuxième place, mais c'est une deuxième place derrière Johannes, donc c'était quand même une belle course. C'est quasi une victoire, voilà. Oui, voilà, le relais que je me regarderai aussi cet été, ça y a pas de souci. Mais je vais plutôt prendre la course de la saison, pas forcément dans celle que je regarderai cet été, comme tu l'as dit, Rémi, mais dans celle qui m'a le plus fait halluciner. C'est la poursuite du Grand Bornand, où c'était une vraie patinoire. Et je me rappelle pas avoir vu ça. Vrai. Je me rappelle, il y a Johannes Beu qui passait devant moi et je le vois tomber. Enfin, tomber, il est pas tombé du coup, mais il a glissé en arrière avec son ski et tout. Mais c'est pas possible. C'était vraiment irréaliste. On aura tout fait pour essayer de l'embêter au moins. Les Françaises ont essayé. Il y a eu ça, il y a eu la course sans électricité, enfin sans éclérage. C'est vrai qu'il a eu des petits handicaps. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Bon, est-ce qu'il faut vraiment revenir sur nos pronostics? Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des pronostics au moment de l'épisode sur les previews hommes, sur la saison masculine. Ouais. Et on là, peut revenir sur le tien.
sur 6 mois. On peut garder le tien si tu veux. Ouais. On peut mettre le focus sur le tien si tu veux. Je Ouais. suis Marine. Ouais. Comme Cassandre, j'ai Bénédicte Doll qui est 4e, je l'avais vu 3e. Bon. Johannes, bon, enfin peu importe. Pour aller vite, Romain, je sais pas si tu veux détailler ou si. On a tous mis Johannes Beu vainqueur du général, sauf toi, Jérémy, qui a mis Quentin Fillon-Maillet, Oui. et Marine qui avait mis Théro, c'est pas là. Ouais. Voilà. Audacieuse. Audacieuse. Sinon, on avait beaucoup mis Quentin Fillon-Maillet à la 2e place. Donc toi, contre Jérémy, tu as mis Johannes Beu et Marine Vitotas Strolia. Et moi, avec Cassandre, j'ai mis Strola Lagrid, donc 3e. Donc finalement, on n'est que 2 à avoir mis 2 bombes à tête sur le podium avec Cassandre. Donc bravo Cassandre. Bravo. Sinon, il y avait du Samuelson pour Emeric et Aurélie, donc du Bénédicte Doll pour toi, et du Félix Neitner pour Marine. Donc c'est quand même, dans l'ensemble, c'est quand même mieux que les filles. C'est vrai. Moi, j'avais vu Julia Simon chez les filles, donc sur le podium. Donc, c'est vrai. Et Dorothea Viereur. Ça avait été meilleur chez les filles, ouais. Mais je suis sûre que la saison prochaine, si je mets pas Samuelson sur le podium, il va y être, c'est obligé. ça fait. C'est obligé. Ouais, c'est obligé. Du coup, tu vas le remettre. Ouais, puis il sera pas là. Et voilà. Mais non, mais dans l'ensemble, ça va. C'est bon. Oui, ça va. C'est quand même pas trop mal débrouillé, mais bon. On a eu trop d'espoir en Quentin, mais à part ça va. Et pas assez en Christiansen. C'est vrai. Au niveau des surprises, Cassandre et Romain voyaient Philippe Andersen en bien meilleure forme qu'il ne l'a été. Bon, il a eu des soucis de santé, Covid, etc. Mais en tout cas, il n'est pas dans le top 10, 15, ni dossard bleu, ni victoire en Coupe du Monde. Ouais, ça va. Aurélie, bravo Aurélie. Merci. Ouais, Johannes Dalleux dans le top 10. Ça, c'est gagné. Emeric avait vu Wright Campbell Wright, oui, dans le top 50 du général et faire un top 10. Et je crois pas. Hein. C'est perdu. C'est perdu. 55e, donc ouais. Ah, c'était pas si mal. Et top 10, je crois pas. Hein. Non, il n'y a pas de top 10. Sûr que non. Non, bon, c'est raté. Moi, je voyais, on en a déjà parlé, Théro, c'est pas là, top 10, pas du tout, avec une victoire, pas du tout. Et Marine voyait Wright Campbell, du coup. Campbell Wright. On l'a mis 2 fois différemment. Je n'ai pas aidé. Une victoire et top 10. Non, Marine. Pas du tout. Non. Marine, c'était compliqué. Il avait les pronos pour elle. Passons tout de suite à la prochaine saison parce que nos pronostics étaient pas mal, mais pas top. Pas top. Oui, je voulais juste vous demander, l'IBU a annoncé que les farts fluorés allaient être totalement interdits à partir de la saison prochaine. Il y a des camions qui vont détecter, qui vont contrôler les farts et l'usage du fluor. Et j'ai envie de demander, est-ce que pour vous, ça va changer quelque chose et même peut-être rééquilibrer un peu les forces entre les petites et les grandes nations du biathlon? Alors, rééquilibrer, non. Voire même au contraire, justement. Ah oui? Ouais, parce que je pense que clairement, les équipes qui vont être les plus avantagées, c'est la Norvège. Alors après, moi, je suis pas spécialiste, je le dis tout de suite, en fluor, en fartage et tout. Mais le travail du ski va être beaucoup plus déterminant, je trouve, justement. Et des nations comme la Norvège, qui ont énormément de moyens, vont prendre encore plus une longueur d'avance de ce côté-là. Ils ont aussi énormément de data sur le fart. Ça fait des décennies qu'ils notent tout, qu'ils notent le type de neige. Enfin, ils gardent tout en archive, le type de neige. Mais ils repartent un peu à zéro quand même, hein, Romain, parce que du fait qu'il faut qu'ils recommencent aussi. Après, ça fait quand même, ça fait depuis 3 ans qu'on annonce la fin du. Oui, je sais. Ouais, donc vrai. Je pense que les Norvégiens, ils sont pas mis hier à travailler des skis sans fluor. Donc pour moi, c'est des nations comme la Norvège ou même la France qui ont des structures assez importantes, qui ont leurs camions.
vont être beaucoup plus avantagés qu'un Wright Campbell avec la Nouvelle-Zélande. Hein, donc, voilà, nous on a la chance d'avoir une belle équipe de farteurs, de techniciens, un beau camion depuis quelques années. Et que dire de la Norvège, hein, eux, ils ont voilà, c'est une très grosse structure sur tous les circuits. Donc le ski va être encore plus déterminant ces prochaines saisons, en tout cas c'est sur ces hivers à venir, si le fluor est bien interdit, parce que bon, on n'est jamais à l'abri finalement qu'il nous reporte encore, mais normalement la machine à détecter est normalement opérationnelle. Mais pour moi non, ça va pas rééquilibrer les nations, au contraire. La question aurait pu se poser si, comme il parle dans le fond, de faire un fart identique, voilà, identique pour tous les concurrents. Mais même s'il faisait ça, moi je pense que ce serait de toute façon des marges. Je pense que voilà, les skieurs qui vont vite, ils iront toujours vite. Ils gagnent pas uniquement grâce à leur fart. Alors ils peuvent perdre grâce à un mauvais fart, mais Johannes Bö, il gagne pas parce qu'il a parce qu'il a du bon fart sous ses skis, pas que grâce à ça, il va plus vite que les autres. Et je pense que de toute façon, les marges pourraient éventuellement un petit peu s'équilibrer, mais pas de nature à changer le rapport de force. Je ne pense pas. Si il venait à faire un système comme dont il parle pour le fond. Là, visiblement, c'est pas le cas, et je pense un peu comme Romain, je pense qu'encore une fois, c'est les nations qui ont les moyens d'investir et de tester et puis qui ont le ski dans les gènes, quoi, qui s'en sortiront le mieux. D'ailleurs, moi, je suis totalement contre le fait qu'on ait un fartage au commun. Hein. Moi, je trouve ça nul. Enfin, t'enlèves un truc en plus, quoi, finalement. Oui, c'est ça, c'est un peu comme si en Formule 1, tout le monde avait la même voiture. Enfin, c'est quand même une partie de composante importante. Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça rééquilibre un petit peu quand même par rapport à des petites nations qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe de fartage du même niveau que la Norvège, par exemple. Donc, je suis pas vraiment contre, j'ai pas vraiment d'avis. Je comprends ce que vous dites, que ça rajoute une composante en plus un peu aléatoire, mais moi, si jamais ça devenait un fart commun, ça m'attristerait pas forcément non plus. En tout cas, ce serait intéressant de voir voilà, le travail des techniciens là, sans fluor, mais bon, comme j'ai dit, ils sont sur la piste. Ils ont commencé, ça a été progressif. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils ont déjà fait des tests avec la machine pour voir voilà, si tout était OK, et ils travaillent ça depuis de nombreuses années. Ils sont anticipés forcément. Hein. Enfin, ce serait quand même étonnant que la Norvège n'anticipe pas quelque chose. Surtout qu'en plus, il y a 2-3 ans, hein, l'interdiction du fartage a été donnée. Et finalement, ils ont dit que c'était finalement repoussé quelques semaines, quelques mois avant le début de saison. Donc, forcément, déjà, à ce niveau-là, ils avaient forcément déjà énormément travaillé sur ce point-là. Ça avait été repoussé, pas parce que les nations n'étaient pas prêtes, mais parce que la machine à détecter le fluor n'était pas fiable. Donc c'est vrai que les nations étaient partant, enfin elles étaient en tout cas, elles partaient sur une saison sans fart fluoré, enfin sans fluor, et donc elles étaient prêtes ou pas, je sais pas, mais en tout cas elles étaient, normalement elles commençaient leur saison comme ça. Après voilà, ça a été annulé au dernier moment, donc à voir. Et c'est pour surtout des raisons écologiques. Hein, oui, bien sûr. C'est supprimé, et sanitaire pour les techniciens qui sont dans le camion et qui respirent aussi des. Tout à fait. Moi, je voulais vous remercier tous les trois pour ce bilan masculin. Pour la Dream Team du podcast, tu peux le dire, ils sont pas là les autres. Et je voulais encourager les auditeurs à aller voter pour les Biathlon Live Crystal Awards 2023. Tu l'as bien dit dans le bon sens, là. Ouais. BLCA, comme de son petit nom, avec 6 catégories. Donc, allez voir sur le site biathlonlive.com, meilleur biathlète, les révélations de la saison. Jusqu'à mercredi, hein. Attention. Comment jusqu'à mercredi inclus. Donc, pour ceux qui n'ont pas voté, dépêchez-vous. Ben oui, jusqu'au mercredi 29 mars, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Il faut vite que l'épisode soit en ligne, du coup. Donc, oui, il sera en ligne le mardi. Normalement, mardi soir, ça sera dans la boîte. Ok.
Ben, un grand merci à tous les trois. Et puis, bon vote. Merci, Jérémy, pour cette saison, de m'avoir épaulé. Oui. Même plus. Hein. Et oui, j'en ai pas fait autant que Cassandre, mais j'ai fait mon petit lot aussi Oui. de... J'espère que vous avez vécu une belle première saison. Vous n'êtes pas trop traumatisé de ce premier hiver avec nous. Ben, moi, je n'osais pas le dire, j'ai un peu peur d'Emeric, mais faut pas le dire. D'accord. Ouais. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Non, moi j'ai peur que les gens qui ont été mal dans les pronos soient pas rappelés la saison prochaine. Mais bon, Aurélie, on se serre les coudes. Allez. Vous le verrez pendant votre entretien individuel. Hein, Ah oui, c'est vrai. Et les payes. Oui, ce que j'allais dire. On pourra négocier une augmentation. Ouais. Oui, bon, on en reparlera plus tard. Oui. Eh ben, grand merci donc à tous les trois, Aurélie, Cassandre et Romain. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes de podcast. Il y en a de prévus. Hein. Comment il y en a de prévus, hein, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut pour cette intersaison. Hein. Oui, restez connectés, il y a plein de choses, plein de surprises à découvrir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut. Ciao.